Tout au long de l'histoire, de nombreuses familles royales ont pratiqué l'endogamie pour sécuriser ou étendre leur pouvoir, mais aucune plus que la tristement célèbre Maison de Habsbourg. Cela a conduit à l'une des lignées féminines les plus consanguines de l'histoire, culminant avec Maria Antonia d'Autriche, la princesse la plus consanguine de l'histoire. Frêle, de courte vie et dernière de sa lignée, son histoire est celle apogée de siècles de mariages consanguins. Aux côtés de son oncle déformé, le roi Charles II, elle a marqué la fin tragique de la dynastie des Habsbourg d'Espagne. Mais pour comprendre comment la famille la plus puissante d'Europe s'est effondrée, nous devons remonter à travers l'inextricable toile de l'histoire des Habsbourg. La puissante maison de Habsbourg a commencé dans les terres frontalières accidentées de la Suisse et de l'Autriche au cours du Moyen Âge. Au fil des années, les Habsbourg ont commencé à conquérir une grande partie de l'Europe, mais pas principalement par des guerres sanglantes, non. Eh bien, ils avaient maîtrisé l'art du mariage comme instrument de pouvoir, forgeant des alliances qui leur ont permis de s'emparer de vastes empires. À la fin du XVe siècle, ils héritèrent du trône d'Espagne, devenant la force la plus irrésistible d'Europe, une famille dont le pouvoir ne connaissait aucune limite. En 1556, ce vaste empire fut divisé par Charles Quint entre deux branches de sa famille, son frère Ferdinand et son fils Philippe, créant ainsi deux puissances royales, les Habsbourg d'Autriche, qui régnaient sur l'Europe centrale, et les Habsbourg d'Espagne, qui commandaient un empire s'étendant de Madrid jusqu'aux Amériques. Mais leur stratégie pour conserver le pouvoir au sein de la famille eut un prix. Ils se sont mariés entre eux encore et encore. Cette tradition tordue allait entraîner des conséquences génétiques dévastatrices, affaiblissant leur dynastie de l'intérieur. Il y a d'innombrables personnages par lesquels nous pourrions commencer, et la consanguinité remonte à des siècles. Mais notre histoire commence avec Marguerite d'Autriche, reine d'Espagne, car après elle, les mariages sont devenus encore plus rapprochés, la génétique plus fragile, et la chute de plus en plus inévitable. Marguerite d'Autriche est née le 25 décembre 1584 à Graz, dans le duché de Styrie, aujourd'hui dans le sud de l'Autriche. Son père était Charles II archiduc d'Autriche et sa mère était Marie-Anne de Bavière. Comme beaucoup de familles royales européennes, leur lignée était entremêlée de générations de mariages entre cousins, mais cette union allait encore plus loin. Ils étaient oncles et nièces. Et pourtant, malgré les risques liés à une consanguinité aussi proche, 12 de leurs 15 enfants ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Marguerite, la 8e enfant, est née dans une maison pleine et ambitieuse, entourée de frères et sœurs plus âgés, déjà préparés à la grandeur. Bien que Marguerite soit issue du côté autrichien de la famille, elle appartenait à la branche styrienne des Habsbourg, qui ne faisait pas partie de la lignée principale. Une lignée Habsbourg plus puissante gouvernait l'Autriche comme archiduc depuis leur bastion viennois. Le chef de cette lignée principale à cette époque était Rodolphe II, un homme excentrique et particulier, plus intéressé à employer des artistes expérimentaux et des magiciens à sa cour de Vienne qu'à gouverner les domaines des Habsbourg. Pourtant, sa lignée familiale s'amenuisait, et la branche de Marguerite portait un potentiel dangereux, si bien qu'un jour ils pourraient en surpasser leurs cousins et prendre le contrôle à Vienne. Cette possibilité faisait de la jeune Marguerite, bien qu'elle soit issue d'une soi-disant lignée cadette, une pièce essentielle sur l'échiquier de la politique de pouvoir des Habsbourg, comme nous allons le voir. En grandissant à la cour cadette des Habsbourg à Graz, elle apprit le latin, langue de l'érudition et du culte catholique dans l'Europe moderne. Les jeunes femmes de cour devaient maîtriser bonne manière, mode, danse et souvent musique. Beaucoup, comme Marguerite, écrivaient aussi des lettres en polonais, en allemand, en latin, en italien ou en anglais, utilisant une écriture calligraphique ornée. C'est ainsi que Marguerite a passé sa jeunesse. Elle était également consciente de la politique de son époque. Les Habsbourg présidaient le Saint-Empire romain germanique, une grande agglomération de centaines de petites principautés et de villes libres qui n'étaient liées que de façon lâche par la loyauté envers un empereur du Saint-Empire, généralement le membre le plus âgé des Habsbourg d'Autriche. Pendant des siècles, le Saint-Empire romain germanique a maintenu une illusion d'unité, détruite en 1517 par la réforme protestante et ses révoltes religieuses.
Alors que les États luthériens et calvinistes faisaient concession, des siècles d'ordre impérial commencèrent à s'effondrer. Marguerite est née dans le chaos à une époque de tensions croissantes, de divisions profondes et d'un empire fracturé au bord du gouffre, et bientôt sa propre vie serait entraînée dans la tourmente. Lorsqu'elle était très jeune, on commença à penser au mariage potentiel de Marguerite. La notion d'adolescence n'existait pas dans l'Europe de l'époque moderne. On passait de l'enfance à l'âge adulte dès l'apparition de la puberté, généralement vers 13 ou 14 ans, ce qui était largement considéré comme la frontière entre l'innocence et la responsabilité. Par conséquent, il était considéré comme tout à fait normal qu'une fille issue d'une lignée royale soit mariée comme un pion diplomatique dès qu'elle atteignait cet âge. Bien sûr, pour les femmes royales, le mariage n'était que rarement une question d'amour, et si vous étiez une Habsbourg, c'était presque toujours avec un parent. Pour eux, la consanguinité était une stratégie, pas un tabou. Unir les branches autrichiennes et espagnoles n'était pas risqué, c'était juste. Ils croyaient encore que le pouvoir était le plus sûr lorsqu'il était lié par une seule chose, leur propre sang. Dans le cas de Marguerite, elle aurait normalement été mariée à un noble de moindre importance. Cependant, son cousin l'empereur Rodolphe II ne s'était jamais marié, malgré une série de négociations matrimoniales au fil des ans, et il serait très probablement remplacé par son frère Mathias, qui était lui aussi sans enfant. À cause de cela, la réalité était que la branche styrienne, plus jeune, de la maison de Habsbourg, était susceptible de devenir un jour la branche régnante à Vienne, avec le frère de Marguerite, Ferdinand, qui pourrait potentiellement devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. Ainsi, la main de Marguerite en mariage est devenue un outil diplomatique clé dans la politique européenne. Ainsi, au début de l'année 1599, Marguerite arriva en Espagne dans un tourbillon de cérémonies et d'attentes destinées à épouser son cousin issu de la branche espagnole de la dynastie. Cette union n'était pas un scandale selon les normes de l'époque, mais elle restait néanmoins frappante. Philippe III, tout juste dans la vingtaine, et déjà accablé par le poids de la royauté, épousa une jeune fille de seulement 14 ans. Avec cette union, Marguerite ne devint pas seulement reine d'Espagne. Elle devint l'impératrice cérémonielle d'un empire mondial. En 1599, la couronne espagnole avait absorbé le Portugal et ses richesses d'outre-mer, régnant sur de vastes étendues des Amériques, des Caraïbes, de l'Afrique, de l'Asie et du Pacifique. Ainsi, lorsque Marguerite, âgée de 14 ans, épousa Philippe III en avril 1599, elle était en une seule cérémonie, devenue sans doute la femme la plus puissante du monde. Mais derrière la façade scintillante des palais et des cérémonies, qu'est-ce qui l'attendait ? Une vie d'influence ou une vie d'isolement et de devoir ? Philippe III était, sur le papier, l'un des hommes les plus puissants du monde. Il venait d'hériter des couronnes d'Espagne et du Portugal de son père redoutable. Philippe II, un souverain sévère et implacable qui avait passé des décennies à mener des guerres à travers l'Europe pour écraser le protestantisme et restaurer la domination catholique. Pourtant, ce faisant, il laissa derrière lui un royaume fracturé et en faillite. C'est dans cet héritage précaire que la jeune Marguerite, âgée de 14 ans, fit son entrée, mais en même temps, il ne fait aucun doute qu'elle avait de l'influence. Son mari, contrairement à son père, était indécis et facilement influençable, et elle commença rapidement à exercer une influence discrète mais croissante. Sa mission était claire, orienter la politique étrangère espagnole dans l'intérêt de ses parents autrichiens. Heureusement pour Marguerite, son mariage avec Philippe était proche et affectueux, et il donna rapidement des enfants. En fait, il y eut rarement un moment où elle ne fut pas enceinte pour le reste de sa vie. Mais il ne s'agissait pas d'une lignée royale ordinaire. Marguerite et son mari, Philippe III, étaient tous deux issus d'union entre oncle et nièce, ce qui fait d'eux certains des individus les plus consanguins de l'histoire royale européenne. Leurs gènes étaient si liés que leur arbre généalogique formait presque un cercle. Chaque enfant né d'eux était le résultat de siècles de lignées fermées, et chaque grossesse portait non seulement l'espoir de la dynastie, mais aussi un risque d'effondrement génétique.
Malgré ces probabilités, Marguerite a accouché au moins 8 fois, et chose remarquable, 5 de ses enfants ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Pour un couple avec un acide désoxyribonucléique aussi dangereusement entremêlé, le résultat relevait tout simplement du miracle. Pourtant, même les enfants survivants portaient le fardeau de leur lignée et les conséquences génétiques sont devenues plus évidentes à la génération suivante. Le 22 septembre 1600, Marguerite donna naissance à son premier enfant avec Philippe, une fille nommée Anne-Marie Mauricy. Comme sa mère avant elle, Anne-Marie fut mariée très jeune, fiancée au roi Louis XIII de France à seulement 10 ans et épousa ce dernier en 1615 à l'âge de 14 ans. Anne-Marie eut une mort-née, puis fit 4 fausses couches avant de donner naissance à 2 garçons en bonne santé, dont Louis XIV de France, le roi absolutiste le plus puissant d'Europe. Marguerite et Philippe ont eu d'autres enfants de leur mariage. Une fille, Maria, est malheureusement décédée seulement un mois après sa naissance, au printemps 1603. Leurs 2 plus jeunes enfants, Marguerite et Alphonse Maurice, sont également décédés en bas âge ou durant l'enfance, mais les enfants du milieu ont survécu. L'aîné des garçons s'appelait Philippe, comme son père, et après sa naissance, le roi combla Marguerite d'amour et d'attention. Né en avril 1605, il deviendrait un jour le roi Philippe IV d'Espagne. Une autre fille, Marie-Anne, née en 1606, épousa Ferdinand III des Habsbourg d'Autriche. C'était son cousin Germain, étant le fils de Ferdinand II, le frère aîné de Marguerite. Marie-Anne donna naissance à 6 enfants, mais seulement 3 survécurent jusqu'à l'âge adulte. En 1607, Marguerite eut un fils, Charles, puis un second, Ferdinand, en 1609. Charles ne vécut que jusqu'à la mi-vingtaine, mais il était une figure respectée à la cour et fut brièvement considéré comme un futur roi potentiel lorsque son frère aîné, le roi Philippe IV, tomba gravement malade à un moment donné dans les années 1620. Ferdinand, en tant que plus jeune des fils survivants, entra dans l'Église et devint cardinal, encouragé par sa mère dans sa foi dès ses premières années, dont la piété catholique romaine était bien connue. Il eut également une carrière politique en servant comme gouverneur des Pays-Bas espagnols, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique, pendant un certain temps. Philippe III était loin d'être le plus décisif des monarques. Notoirement influençable, il se laissait facilement manipuler par les courtisans et sa femme au fort caractère. C'était significatif. L'Espagne régnait toujours sur un vaste et riche empire, mais des décennies de guerre désastreuses contre les Français, les Hollandais, les Anglais et les Turcs avaient vidé ses coffres. À Madrid, un cercle de réformateurs désespérés s'est levé, réclamant des mesures audacieuses pour sauver la gloire déclinante de l'Espagne. Marguerite n'était pas une bonne influence. Profondément conservatrice, elle s'opposait farouchement à toute proposition de réduire les dépenses consacrées à l'Église et aux cérémonies royales. Le résultat fut catastrophique. La situation économique de l'Espagne continua de se détériorer, le gouvernement faisant faillite à plusieurs reprises au cours du règne de Philippe III, tout comme cela avait été le cas sous son père. Au cœur de la cour espagnole, une lutte de pouvoir féroce éclata. Une faction de courtisans s'opposa ouvertement à Marguerite, accusant son zèle catholique fanatique de fausser le jugement du roi et de plonger l'Empire dans le chaos. Elle s'opposa à plusieurs reprises au duc de Lerma, le plus puissant noble d'Espagne et le véritable dirigeant derrière le trône chancelant de Philippe III. Il respectait à contre-cœur sa ruse et son instinct politique aigu, mais il ne fait aucun doute qu'il la considérait également comme un sérieux problème, et tenta de l'écarter du pouvoir. Pour sa part, Marguerite forma une alliance avec plusieurs autres femmes de la cour. Bien qu'elles aient été exclues des rôles officiels, elles ont subtilement influencé la politique grâce à leurs relations personnelles, à leurs conseils stratégiques et à leur persuasion discrète, exerçant un véritable pouvoir dans l'ombre de la maison royale. Les alliés de Marguerite comprenaient la douairière impératrice Marie, veuve de l'empereur Maximilien, qui exerça son influence à la cour d'Espagne jusqu'à sa mort en 1603. Plus durable fut l'alliance de Marguerite avec Marguerite de la Croix, fille de Marie, religieuse royale réputée pour sa piété et ses liens à la cour.
Ensemble, les trois femmes Habsbourg autrichiennes ont orienté Philippe III vers une politique résolument pro-autrichienne et pro-catholique. Ainsi, lorsque le frère de Marguerite, Ferdinand II, fut confronté à une révolte protestante en Bohême en 1618, déclenchant la guerre de 30 ans, l'Espagne soutint rapidement l'Autriche. Leur objectif commun était simple, rétablir la domination catholique et la suprématie des Habsbourg à travers l'Empire romain germanique fracturé. Ce fut une décision fatidique qui allait saigner l'Espagne à blanc. La guerre a duré des décennies, et à la mort du roi Philippe IV, fils de Marguerite, en 1665, l'Espagne n'était plus que l'ombre de sa gloire, éclipsée par l'Angleterre, la France et d'autres. Et le coût tragique de cette chute serait supporté par le prochain roi Habsbourg. En fin de compte, bien que Marguerite ait réussi à imposer une politique pro-autrichienne à son mari faible de caractère et à surpasser le duc de Lama à cet égard, elle ne vivrait jamais assez longtemps pour voir les fruits de cette même politique se réaliser. Elle mourut le 3 octobre 1611 des suites de complications liées à l'accouchement, après avoir donné naissance à son fils Alphonse Maurice, qui lui-même mourut avant son premier anniversaire. Elle n'avait que 26 ans à l'époque. Le roi Philippe fut dévasté par sa mort et ne se remaria jamais. Bien qu'il n'eût que 33 ans, il est mort 10 ans plus tard. Malgré sa courte vie, Marguerite réussit à influencer la politique de la cour et, pour l'instant, avait assuré la succession de la dynastie. Néanmoins, au fil du XVIIe siècle, les Habsbourg s'entêtèrent dans leur dangereuse tradition incestueuse, oncle épousant nièce génération après génération, dans une tentative désespérée de préserver la pureté du pouvoir. Mais le prix à payer fut catastrophique. Maria Ana d'Espagne est née au palais de l'Escurial, au nord de Madrid, en Espagne, le 18 août 1606. Son père, le roi Philippe III d'Espagne, régna sur l'Empire ibérique dès 1598. À cette époque, l'Espagne était considérée comme la puissance prééminente en Europe, régnant sur de vastes parties de l'Italie et des Pays-Bas et possédant un vaste empire colonial à travers les Amériques, les Caraïbes et même aux Philippines. La cour d'Espagne était donc un lieu de grande richesse, et la jeune Maria Ana fut élevée dans le luxe, une splendeur inimaginable, mais aussi dans un devoir royal étouffant. La mère de Maria Ana était Marguerite d'Autriche, la cousine germaine une fois retirée de son père, une union qui n'était guère inhabituelle dans l'arbre généalogique dangereusement embrouillé de la dynastie des Habsbourg. À la naissance de Maria Ana, des siècles de consanguinité avaient donc fait des Habsbourg une bombe à retardement génétique, avec des ascendances croisées et de graves risques sanitaires. Du côté de son père, elle descendait du roi Philippe II d'Espagne et de sa nièce, l'archiduchesse Anne d'Autriche, et du côté de sa mère, d'un autre mariage oncle-nièce des Habsbourg, Charles II d'Autriche intérieure et Marie-Anne de Bavière. Maria Anna était apparentée à elle-même par plusieurs branches de ce même arbre généalogique tordu. Pourtant, chose remarquable, elle ne montrait aucune des célèbres difformités ou affections des Habsbourg, du moins pas extérieurement. Le pire restait cependant à venir, et les générations futures n'auraient pas la même chance. Maria Anna était la 4e enfant de ses parents. Une sœur aînée, Anna, deviendrait reine de France, tandis que son frère aîné deviendrait le roi Philippe IV d'Espagne en 1621. Cela arriva après que leur père soit décédé prématurément à l'âge de 42 ans après avoir contracté une maladie qui reste incertaine à ce jour, bien que le typhus ou la grippe figurent parmi les causes suspectées. Au moment où son père est décédé, la question de savoir avec qui Maria Anna allait se marier avait été débattue à la cour d'Espagne pendant plusieurs années. Avec la mort du roi Philippe III, son frère, le nouveau roi Philippe IV, prit le contrôle de son destin. Tous les regards se tournèrent vers un plan controversé à haut risque, le soi-disant mariage espagnol, un projet d'union qui allait déclencher de féroces batailles diplomatiques, susciter l'indignation nationale et faillir unir deux des plus grandes puissances d'Europe. La question du mariage potentiel de Maria Anna devint une affaire diplomatique majeure dans la politique européenne des années 1620. Lorsqu'elle était encore enfant, il avait été prévu de la marier à son cousin, l'archiduc Jean-Charles, un fils de Ferdinand.
d'eux le futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais ce projet échoua lorsque Jean-Charles mourut en 1618. À cette époque, l'Espagne et la France étaient de nouveau engagées dans une lutte pour la domination, et c'est alors qu'une proposition surprenante fit surface, une alliance avec l'Angleterre. Il était maintenant prévu que Maria Anna épouse Charles, prince de Galles et héritier des trônes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. C'était une décision audacieuse, presque impensable, qui unissait deux rivaux historiques par le mariage. Pourtant, dans le jeu impitoyable de la politique de puissance européenne, rien n'était exclu. Ainsi commencèrent les fameuses négociations autour du mariage espagnol, un pari royal qui allait provoquer des ondes de choc dans les cours et les royaumes. Les négociations débutèrent en 1621 après la mort de Philippe III et l'avènement de Philippe IV frères de Maria Anna. De nouveaux conseillers dirigeaient désormais le gouvernement à Madrid et ils conseillèrent de promouvoir l'alliance matrimoniale avec l'Angleterre. Les pourparlers s'entraînèrent pendant des années, culminant en 1623 par un incident étrange où le prince Charles et le duc de Buckingham se rendirent en Espagne déguisés pour faire avancer les négociations. À leur arrivée à la cour d'Espagne, et après avoir révélé leur identité, tout sembla bien se passer, mais les négociations échouèrent ensuite. Charles estima avoir été maltraité et repartit pour l'Angleterre. À son retour, il rapporta plus que de la déception. Il ramena un désastre diplomatique. Les projets de mariage ne se sont pas simplement effondrés, ils ont implosé, déclenchant l'indignation, le scandale et une réaction en chaîne qui a mené à une guerre totale. En 1625, la guerre anglo-espagnole avait commencé et elle allait durer 5 années sanglantes. Le roi Philippe devait maintenant trouver un nouveau mari pour sa petite sœur et il allait trouver le prétendant idéal au sein de sa propre famille. Avec l'effondrement des négociations concernant l'alliance espagnole et la descente vers la guerre, le gouvernement espagnol revint alors à l'idée de marier Maria Anna à l'un de ses nombreux cousins. C'est ainsi qu'en 1626, Maria Anna fut fiancée à son cousin, l'archiduc Ferdinand d'Autriche, le fils et héritier de l'empereur Ferdinand II. Il était également le frère cadet de l'archiduc Jean-Charles, qui avait autrefois été proposé comme époux pour Maria Anna avant sa mort prématurée, quelques années plus tôt. Les négociations de mariage durèrent 2 ans, les désaccords sur la dot et la succession en Espagne persistant. Ce n'est qu'à la fin de 1629 que Maria Anna et son entourage quittèrent la cour d'Espagne pour se rendre à Vienne. Le voyage dura bien plus d'1 année, principalement retardé par une épidémie dévastatrice de peste bubonique en Italie, l'une des pires que la région ait connues dans l'histoire moderne. Avant que le mariage ne puisse avoir lieu, Ferdinand, méfiant des portraits idéalisés qu'il avait reçus, décida de voir sa future épouse en secret. Ce n'est qu'après cette inspection privée qu'il accepta de poursuivre le mariage. Finalement, le 20 février 1631, Maria Anna épousa le futur empereur Ferdinand III à Vienne. À 24 ans, elle était considérée comme une mariée royale assez âgée, mais elle avait un âge proche de celui de son nouveau mari, qui n'avait qu'1 an de moins, à 23 ans. Bien que politique, ce mariage s'est avéré étonnamment chaleureux et affectueux. Ferdinand était profondément dévoué à son épouse et lui resta fidèle tout au long de leur union, ce qui était rare parmi les membres de la royauté à cette époque. La nature joyeuse et vive de Maria Anna compensait la personnalité plus solennelle de Ferdinand, apportant de la lumière à une cour autrement sérieuse. Mais leur mariage s'est déroulé sur fond de la sombre et brutale guerre de 30 ans, qui a ravagé l'Europe et laissé la dévastation sur son passage. Pour comprendre la vie de Maria Anna en Europe centrale après son mariage avec Ferdinand, il faut considérer le conflit qui ravageait la région au début du XVIIe siècle. L'Allemagne était divisée religieusement depuis le début de la réforme protestante en 1517. Il y avait eu des guerres intermittentes entre catholiques et protestants parmi les dizaines de grands États allemands tout au long du XVIe siècle. Ces conflits avaient de nouveau éclaté en 1618, lorsque les protestants de Bohême, un royaume correspondant à l'actuelle Tchéquie et gouverné par les Habsbourg, avaient tenté de résister aux efforts visant à réimposer le catholicisme à Prague et dans d'autres lieux.
La guerre de Bohême s'est transformée en guerre de 30 ans en 1618-1619, alors que davantage d'États allemands y participaient. Même quand Maria Anna négociait avec l'Angleterre pour l'alliance espagnole au début des années 1620, les Habsbourg enchaînaient pas les victoires et semblaient de proche d'imposer leur autorité sur toute l'Allemagne. Mais ensuite, afin d'éviter une victoire des Habsbourg, d'autres grandes puissances protestantes commencèrent à intervenir dans le conflit. Le Danemark intervint en 1625, puis la Suède en 1629. À mesure que ces puissances protestantes intervenaient, leurs armées chinoises repoussèrent les Habsbourg vers le sud de l'Allemagne jusqu'à la Bohême autrichienne. Des villes entières furent réduites en ruines, et des terres autrefois sûres s'effondrèrent en quelques jours. La guerre se rapprochait, et bientôt elle atteindrait même la famille royale des Habsbourg. Lorsque Maria Anna arriva en Autriche, la guerre avait déjà coûté la vie à plusieurs centaines de milliers d'hommes. Mais c'est la population civile qui en subit le plus lourd impact. Alors que des fermes étaient incendiées et que des villes entières étaient détruites, la vie quotidienne était bouleversée et la famine s'installa dans certains endroits. On estime qu'entre 4 et 10 millions de personnes sont mortes avant la fin de la guerre, ce qui en fait la guerre la plus destructrice de l'histoire de l'Europe moderne. Même dans les palais dorés des Habsbourg, Maria Anna ne pouvait ignorer la souffrance extérieure. L'empire que sa nouvelle famille dirigeait était en train d'être déchiré et les horreurs de la guerre se rapprochaient de plus en plus, tandis que son mari, profondément impliqué dans le conflit, était souvent absent, au front. Cela ne hanterait pas seulement le monde qui l'entourait, cela allait définir toute sa vie. Dès le moment où elle s'est mariée, Maria Anna est devenue reine consort de Hongrie et de Bohême, mais son ascension ne s'est pas arrêtée là. En 1637, après la mort de son beau-père, son mari fut élu empereur du Saint-Empire romain germanique, et Maria Anna devint impératrice du Saint-Empire à l'un des moments les plus critiques de l'histoire européenne. Bien que les Français aient été en grande majorité catholiques, ils sont intervenus directement dans la guerre à partir de 1635 pour maintenir en vie les États protestants allemands afin de réduire le pouvoir des Habsbourg. À ce moment-là, les Habsbourg d'Autriche avaient en plus que jamais besoin de l'aide de leurs cousins espagnols. Marianne servait de lien clé entre les gouvernements autrichiens et espagnols, écrivant souvent à son frère, le roi Philippe IV d'Espagne. Elle l'exhortait à poursuivre la guerre contre les Français et à soutenir la branche autrichienne de la famille. Son mari étant fréquemment absent pour mener des campagnes militaires à travers l'Allemagne, Marianne devint une figure centrale à la cour d'Autriche. Plutôt que de s'appuyer sur des ministres masculins, Ferdinand lui confia un véritable pouvoir, la nommant régente à plusieurs reprises, un honneur rare qui en disait long sur la confiance qu'il avait en son jugement et ses compétences politiques. Mais alors qu'elle gouvernait en son absence, un autre devoir royal se profilait, bien plus personnel, bien plus périlleux, et qui finirait par briser son cœur. Après avoir épousé Ferdinand, Maria Anna était souvent enceinte. On demandait aux femmes royales d'avoir le plus d'enfants possible à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Un enfant sur 3 mourait en bas âge, et d'autres étaient emportés en grandissant par des maladies comme la rougeole et la variole. La meilleure façon d'assurer la lignée royale était donc d'avoir autant d'enfants que possible, et de préférence plusieurs fils. L'héritier éventuel de Ferdinand III est en fait né moins de 2 ans après son mariage avec Marianne. C'était le futur Ferdinand, 4 né en septembre 1633. Le deuxième enfant de Marie-Anne, une fille nommée Marianne d'après sa mère, est née en décembre 1634 seulement, 15 mois et demi après Ferdinand. Un deuxième fils, Philippe Auguste, est né en 1637, mais il est mort avant d'atteindre son 2e anniversaire. Un troisième fils, Maximilien, n'a même pas atteint son 1er anniversaire. Finalement, un second héritier en bonne santé est né en 1640. Cet enfant, nommé Léopold, allait finalement succéder au domaine des Habsbourg à la fin des années 1650 et deviendrait l'un des souverains Habsbourg ayant régné le plus longtemps et avec le plus de succès dans l'histoire de la famille, qui s'étend sur près de 900 ans. Au fil des années 1640, Maria Anna et Ferdinand pensaient très probablement que Léopold serait leur dernier enfant.
Maria Anna, en effet, avait presque 40 ans vers 1645. Alors, lorsque Maria Anna tomba de nouveau enceinte de façon inattendue à la fin de l'année 1645, ce fut un choc, un dernier rebondissement inattendu dans une vie déjà mouvementée. Mais cette 6e et dernière grossesse n'apporterait pas de célébration. La dernière grossesse de Maria Anna se termina tragiquement, en partie à cause du chaos en Autriche en 1646. Les Suédois, aidés par les Français, prirent l'avantage dans la guerre de 30 ans et, vers 1640, progressaient mollesse vers le sud en Bohême et Autriche. Maria Anna et sa famille se trouvaient dans une résidence royale à Linz, lorsqu'ils apprirent l'avancée rapide de l'ennemi dans des terres auparavant considérées comme hors de portée des Suédois et de leurs alliés français et allemands. Pris de panique, la famille royale s'enfuit à Vienne alors que les forces ennemies se rapprochaient d'eux. La pression était immense, la cour était en plein tumulte. L'Empire s'effritait sur les bords, et Prague finirait par tomber aux mains de l'armée suédoise avant la fin de la guerre. Au milieu de ce chaos et de cette peur, Maria Anna tomba enceinte de son 6e enfant. Puis l'impensable se produisit, la peste arriva à Vienne. La façon la plus sûre d'éviter la peste à cette époque était simplement de fuir la ville où elle arrivait et de s'installer dans une maison de campagne, loin des autres personnes. Maria Anna et ses enfants sont donc retournés à Linz malgré la situation militaire dangereuse. Peu de temps après son arrivée, elle est tombée malade. Son état s'est détérioré au cours des semaines suivantes et le 12 mai 1646, elle a commencé à saigner abondamment. Les médecins ont compris que la meilleure chance de survie de l'enfant était de le retirer de son ventre, une pratique terrible qui était malheureusement trop courante dans le monde moderne de l'époque. Ainsi, Maria Anna est morte d'une hémorragie tôt, le 13 mai 1646, à l'âge de 39 ans. L'enfant n'a vécu que quelques heures et a été enterré avec eux dans la crypte impériale des Habsbourg à Vienne. La guerre de 30 ans a duré 2 ans de plus. À la mort de Maria Anna en 1646, les négociations de paix étaient déjà bien avancées à Westphalie et Osnabrück, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Les Habsbourg ont dû accepter la défaite et un principe a été établi selon lequel les États européens ne pouvaient non plus intervenir dans les affaires d'autres pays et principautés en ce qui concerne leurs affaires religieuses. Malgré leur amour, le mari de Maria Anna se maria 2 fois de plus. Mais ce sont les fils et les filles qu'il eut avec Maria Anna qui allaient régner en Autriche et donner naissance au futur roi d'Espagne. Maria Anna est née la veille de Noël 1634 à Wilmenstadt, juste au sud de Vienne. Son père, l'archiduc Ferdinand d'Autriche, fils de Ferdinand, 2 empereurs du Saint-Empire romain germanique, était l'une des figures les plus puissantes d'Europe centrale. Le père de Maria Anna était également roi de Hongrie et de Croatie, parmi les nombreux titres que les Habsbourg d'Autriche détenaient au XVIIe siècle. Juste 3 ans après la naissance de Maria Anna, son père hériterait du trône impérial. Cela signifiait que tous les enfants de Ferdinand deviendraient des pièces importantes dans les alliances matrimoniales auxquelles toutes les familles royales d'Europe participaient à l'époque. Sa mère, Maria Anna d'Espagne, était la fille du roi Philippe III d'Espagne, faisant de Maria Anna le fruit de 2 des familles royales les plus puissantes d'Europe. Mais leur union était plus qu'un simple mariage stratégique, c'était un mariage de sang. Les parents de Maria Anna, cousins proches, reflétaient l'endogamie obsessionnelle des Habsbourg pour garder le pouvoir familial. Ces mariages incessants allaient lourd façonner le destin de Maria Anna d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Comme nous allons bientôt le voir, le coût de cette tradition royale allait s'avérer bien plus élevé que quiconque aurait pu l'imaginer, entraînant des conséquences choquantes et dévastatrices pour la vie de Maria Anna. Maria Anna grandit et étudie en Autriche durant la guerre. Son père était profondément impliqué dans un conflit brutal qui faisait rage depuis 1618, la tristement célèbre guerre de 30 ans, et il était déterminé à y mettre fin. En 1645, alors que les négociations de paix s'intensifiaient, l'attention se porta sur l'avenir de Maria Anna. Plus précisément vers son mariage, une pièce cruciale sur le grand échiquier des alliances des Habsbourg. Le plan était clair, elle épouserait un prince espagnol. L'homme en question était Balthazar Charles, prince d'Ostorius et de Gérone.
fils unique du roi Philippe IV d'Espagne et d'Élisabeth de France, décédé en 1644. Mais un problème flagrant subsistait. Balthazar Charles était le cousin germain de Maria Anna, le fils du frère de sa mère. Pour les Habsbourg, de tels liens de parenté étroits n'étaient en guère un problème. En 1646, un accord fut conclu. Quand Maria Anna serait adulte dans quelques années, elle épouserait Balthasar, son aîné de 5 ans. Puis le destin est intervenu. En octobre 1646, quelques semaines après leur fiançailles, Balthazar Charles tomba malade. Il mourut peu de temps après, peut-être de la variole, quelques jours seulement avant son 17e anniversaire. Les fiançailles furent rompues et l'Espagne se retrouva soudainement sans héritier. Cela créa une crise pour Philippe IV. Veuf sans successeur mâle, il subissait une immense pression pour assurer la dynastie. Sa solution ? Une proposition choquante. Puisque Balthazar ne pouvait plus épouser Maria Anna, Philippe allait l'épouser lui-même. Incroyablement, l'arrangement fut accepté. Le mariage dut être retardé en raison du jeune âge de Maria Anna. Mais le 7 octobre 1649, elle épousa son oncle dans une église à l'extérieur de Madrid. Elle n'avait que 14 ans, lui en avait 44. Maria Anna fit de son mieux pour s'adapter à la vie à Madrid. À seulement 14 ans, elle était désormais reine consort du plus grand empire de la Terre. La domination de l'Espagne s'étendait sur les Amériques, les Philippines et de vastes territoires au-delà, en faisant une véritable superpuissance mondiale. Son mari, Philippe IV, était connu à la cour sous le nom de Replaneda, le roi planète, un grand titre symbolisant l'étendue de son empire à travers le monde. Propulsée au cœur de la royauté espagnole à un si jeune âge, Maria Anna n'avait d'autre choix que de s'adapter rapidement. Elle a maîtrisé l'espagnol, a navigué dans la politique complexe de la cour et s'est préparée à un rôle bien plus important. Bien qu'elle fût l'épouse de Philippe, elle allait finir par devenir le véritable pouvoir derrière le trône. Maria Anna et Philippe eurent rapidement des enfants après leur mariage. Leur première fille, Marguerite Thérèse, naquit en 1651 et son destin refléta étrangement celui de sa mère par une répétition dynastique. La tragédie frappa ensuite lorsque 2 de ses enfants, Maria Ambrosia et Ferdinand Thomas, moururent en bas âge. Maria Anna et Philippe eurent 2 autres fils, Philippe Prospero, né en 1657, et Charles ou Carlos, né en 1661. Mais le malheur frappa de nouveau. Philippe Losperov mourut en 1661, ne laissant que Charles comme dernier espoir pour le trône d'Espagne. Puis en 1665, le monde de Maria Anna changea à jamais. Philippe IV, son mari et oncle, mourut, laissant derrière lui un empire brisé et un héritier fragile. Charles, qui n'avait pas encore 4 ans, devint roi. Mais l'avenir de l'Espagne était loin d'être assuré, et Marie-Anne était sur le point de jouer un rôle central dans l'une des périodes les plus turbulentes de son histoire. Il était évident dès le début que Carlos, mieux connu dans l'histoire sous le nom de roi Charles II d'Espagne, ne serait pas capable de régner seul pendant de nombreuses années. À seulement 4 ans, il était bien trop jeune pour gouverner, et même lorsqu'il atteindrait sa majorité, sa cour serait dominée par de puissants nobles jusque tard dans son adolescence. L'Espagne manquant de leadership, une décision rapide fut prise. Maria Anna servirait de régente pendant la minorité de son fils. Elle devint la dirigeante de facto de l'Espagne, monarque suppléante jusqu'à l'accession de Charles. Mais gouverner l'Espagne en tant que régente dans l'une des cours les plus profondément patriarcales d'Europe n'était pas une tâche facile. Bien qu'elle ait porté le titre de régente, son autorité a été constamment remise en question par les grands nobles espagnols qui exerçaient une influence immense dans les années qui ont suivi. Marie-Anne a dû relever un immense défi en tant que régente. L'Espagne avait autrefois été la plus grande superpuissance du monde, son empire s'étendant à travers les Amériques, alimenté par l'or et l'argent apparemment inépuisables des mines du Mexique, du Pérou et de la Bolivie, mais au XVIIe siècle, ces richesses s'épuisaient, et la stagnation politique, les difficultés économiques et les troubles intérieurs de l'Espagne devinrent impossibles à ignorer. À présent, il revenait à Marie-Anne d'inverser le déclin de l'Espagne, tout en gérant des guerres constantes qui épuisaient le ressources et le moral.
Antes en Enissant, l'un des conflits les plus longs fut la guerre avec le Portugal, qui était sous domination espagnole depuis 1580, mais s'était révolté en 1640. Quand Marie-Anne prit le pouvoir, il était clair que la guerre était perdue, d'autant que la France et l'Angleterre soutenaient trop les Portugais. Influencée par son conseiller jésuite, le cardinal Juan Everardo Nitar, Marie-Anne prit une décision audacieuse. L'Espagne allait réduire ses pertes. En 1668, elle signa les traités d'Aix-la-Chapelle et de Lisbonne, mettant fin à la guerre avec la France et le Portugal, et reconnaissant l'indépendance du Portugal. Mais les problèmes de l'Espagne n'étaient pas finis. 4 ans plus tard, la guerre reprit, cette fois contre la France. La raison ? L'Espagne contrôlait toujours les Pays-Bas espagnols, l'actuelle Belgique et le Luxembourg, et le roi Louis XIV de France était déterminé à s'en emparer pour lui-même. Ainsi, la lutte pour la survie de l'Espagne était loin d'être terminée. Aussi graves que soient les luttes internationales de l'Espagne, elles étaient insignifiantes face à la crise intérieure. En grandissant, il était clair que le roi Charles II, unique fils survivant de Maria Anna, était en mauvaise santé. Les historiens et les experts médicaux débattent encore de ce dont souffrait exactement Charles, mais les archives dressent un tableau sombre. Son corps ne s'est jamais complètement développé, il pouvait à peine marcher sans aide, il avait une mâchoire des Habsbourg tellement prononcée qu'il avait du mal à mâcher correctement, et ses facultés mentales étaient gravement atteintes. Il a vieilli prématurément, présentant des symptômes proches de la démence dans la vingtaine, et il a même commencé à perdre ses cheveux à cette époque. Pour ses contemporains, il était connu sous le nom d'El Rechizado, le roi ensorcelé, car beaucoup pensaient que ses innombrables problèmes physiques et intellectuels étaient le résultat d'une sorcellerie. Mais la véritable cause d'inquiétude était bien plus sinistre. L'état de Charles résultait sans doute d'une forte consanguinité ayant affaibli la lignée des Habsbourg sur plusieurs générations. Il souffrait probablement d'une combinaison de troubles génétiques, notamment des carences hormonales, de l'épilepsie, des déformations du squelette et bien d'autres encore. Ce n'était pas une coïncidence. Maria Anna avait épousé son propre oncle, et tous deux venèrent d'une dynastie qui s'était mariée entre membres de la famille pendant des siècles. Le coefficient de consanguinité de Charles, une mesure du degré de similarité génétique entre ses parents, était étonnamment élevé. En fait, certaines estimations suggèrent que sa composition génétique était aussi consanguine que celle d'un enfant né de frères et sœurs. D'autres théories avancées par des chercheurs modernes comme cause de son état incluent un ou plusieurs troubles autosomiques récessifs et une infection herpétique contractée dans l'enfance ayant provoqué une hydrocéphalie, c'est-à-dire une accumulation excessive de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau. Dans les années 1670, cela devint indéniable. Charles ne serait jamais capable de gouverner pleinement l'Espagne par lui-même. Déjà en difficulté sur la scène mondiale, l'Espagne faisait maintenant face à un cauchemar encore plus grand, un empire dirigé par un roi qui pouvait à peine fonctionner. Charles fut considéré comme majeur en 1675, lorsqu'il eut 14 ans et le long règne de sa mère en tant que régente prit fin. Cependant, les luttes de factions à la cour et l'incapacité évidente de Charles à gouverner par lui-même amenèrent Maria Anna à orchestrer un arrangement par lequel la régence fut rétablie en 1677. Cependant, le pouvoir de Maria Anna ne dura pas longtemps. Elle fut déjouée lorsque Jean-Joseph d'Autriche, le fils illégitime du défunt roi Philippe IV et donc demi-frère de Charles II, prit le contrôle de la régence. Il ne garda le pouvoir que 2 ans avant de mourir en 1679. À la mort de Jean, elle reprit la régence, redevenant ainsi la personnalité la plus puissante d'Espagne. Cette fois, elle conservera le pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. L'une des plus grandes préoccupations de Maria Anna pendant la seconde régence était d'assurer l'avenir de la monarchie espagnole. Charles II était inapte à gouverner, mais il pouvait peut-être avoir un héritier pour restaurer la dynastie. Déterminée à assurer cela, elle arrangea le mariage de son fils avec Marie-Louise d'Orléans, la nièce du roi Louis XIV de France, en 1679. Le mariage fut misérable pour Marie-Louise, et pire encore, il ne donna aucun enfant.
Après des années de souffrance dans une cour étrangère, elle mourut en 1689 probablement d'une appendicite, bien que certains aient chuchoté des rumeurs d'empoisonnement. Déterminée à assurer un héritier, Maria Anna organisa le remariage de Charles en quelques mois. Sa seconde épouse, Maria Anna de Neubourg, était la fille d'un noble allemand, choisi pour la réputation de fertilité de sa famille. Eh bien, ses parents ont eu 17 enfants. Mais tout cela fut en vain. Charles resta sans héritier. Ces années furent difficiles pour Maria Anna. Elle était constamment inquiète du déclin de l'Espagne, de l'état de son fils, de la dynastie des Habsbourg, et se disputait fréquemment avec sa belle-fille. Au début des années, citons en 1691, il était douloureusement évident que Charles ne pourrait jamais avoir d'enfant. Sa santé se détériorait rapidement, et beaucoup à la cour pensaient que sa mort était imminente. Maria Anna, cependant, ne vivrait pas pour voir ses derniers jours. Au milieu des années 1690, Maria Anna développa ce qui semble avoir été un cancer du sein. Après des années de lutte pour un politique et d'efforts infructueux pour assurer l'avenir de l'Espagne, Maria Anna mourut à Madrid le 16 mai 1696 à l'âge de 61 ans. L'infante Marguerite Thérèse, ou Margaret Teresa en anglais, est née au palais royal de l'Alcazar à Madrid le 12 juillet 1651. Son père était le roi Philippe IV. Il était le souverain de l'Espagne depuis 1621 après être monté sur le trône alors qu'il n'avait que 15 ans. La mère de Marguerite était Mariana ou Marie-Anne d'Autriche, une fille de Ferdinand III duc d'Autriche et empereur du Saint-Empire romain germanique. Les parents de Marguerite Thérèse n'étaient mentés pas de simples parents éloignés. Ils étaient en bien plus proches qu'ils n'auraient dû l'être. Son père venait de la branche espagnole de la famille, sa mère du côté autrichien, mais leur lien était bien plus profond car, dans une démonstration choquante de consanguinité royale, ils étaient un oncle et nièce. Les liens de sang troublants entre les parents de Marguerite ont eu un prix. Sur leurs 5 enfants, 3 sont morts en bas âge. Seuls 2 ont survécu. Marguerite et son jeune frère Carlos, connu sous le nom de Charles en anglais. Mais survivre ne signifiait pas être sauvé. Charles illustrait les horreurs de la consanguinité. En fait, le coefficient de consanguinité de Marguerite et Charles était grotesquement élevé, certaines estimations suggérant qu'ils étaient aussi consanguins que des enfants nés de frères et sœurs. Marguerite a peut-être eu plus de chance, mais elle n'en est pas sortie totalement indemne. Bien qu'elle ait été en bien meilleure santé que son frère, elle portait la malédiction des Habsbourg à sa manière, comme nous allons le voir. Marguerite a grandi dans la splendeur du palais royal de l'Alcazar, un monde d'opulence où chaque caprice était satisfait par une armée de servantes et de domestiques. Par exemple, l'infante se régalait fréquemment de sucreries et de chocolat qu'elle devait cacher aux médecins de la cour. Pourtant, sous ce luxe se cachaient les contraintes étouffantes de la cour de Madrid, où chaque mouvement, chaque mot, chaque regard était dicté par une étiquette royale inflexible. En tant que princesse de la puissante dynastie des Habsbourg, elle reçut la meilleure éducation que l'argent et le pouvoir pouvaient offrir. On lui enseigna plusieurs langues, elle s'initia à l'allemand pour mieux converser avec ses cousins Habsbourg du côté autrichien de la famille et apprit un peu de latin, la langue sacrée du savoir et de l'Église catholique romaine. Mais aucune éducation n'aurait pu la préparer au destin qui l'attendait. En grandissant, Marguerite ne pouvait ignorer l'écart flagrant d'âge entre ses parents. Eh bien, son père avait presque 30 ans de plus que sa mère. Mais si ce détail la dérangeait, elle ne le montrait jamais. Mis à part la différence d'âge, ses parents l'adoraient. Elle était leur joyau précieux, le seul enfant vraiment en bonne santé que leur union avait produit, et ils la couvrirent d'affection. Avec ses traits délicats et son esprit vif, Marguerite captivait ceux qui l'entouraient. Elle était leur petit ange, un surnom murmuré avec adoration aussi bien par la famille que par les amis. C'est peut-être pour cette raison que ses parents ont fait appel à l'un des plus grands peintres d'Europe pour l'immortaliser dans un portrait saisissant alors qu'elle n'avait que 5 ans. Un portrait qui allait devenir l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire. Le tableau de Velázquez s'appelait autrefois la Familia. Aujourd'hui, il s'appelle les Ménines, ce qui signifie les demoiselles d'honneur.
C'est un titre plus approprié car il montre Marguerite entourée de plusieurs membres du personnel de la maison qui arrangent sa robe. Parmi les nombreuses figures représentées dans le tableau, une autre se distingue, Marie Barbola, une courtisane atteinte de nanisme. À une époque où les personnes comme lui servaient tant souvent de divertissement à la noblesse, Velázquez a agi de façon radicale. Au lieu de la représenter simplement comme une plaisanterie, il lui a donné de la profondeur, de la dignité et un regard perçant qui suggère un monde intérieur complexe. Même Velázquez lui-même apparaît dans le chef-d'œuvre, observateur silencieux du monde somptueux mais rigide de la cour espagnole. D'autres personnes apparaissent dans les tableaux et les miroirs de les Ménines, y compris les parents de Marguerite. Et ce n'était pas non plus le seul tableau célèbre de Marguerite. Velázquez a peint pas moins de 5 portraits de la princesse dans sa jeunesse, immortalisant sa beauté et son élégance royale. En fait, elle fut l'une des jeunes personnes les plus peintes de toute l'Europe moderne, façonnant ainsi son image de pouvoir et de prestige, bien que cela contraste avec le triste destin qui l'attendait. Cela peut sembler difficile à saisir aujourd'hui, mais lors de la peinture des Ménanes en 1656, alors que Marguerite avait 5 ans, la cour d'Espagne débattait déjà de son futur mariage. Dans le monde impitoyable de la politique royale, le mariage n'a jamais été une question d'amour. Il s'agissait de pouvoir. Les émotions et les désirs personnels ne comptaient pas lorsque les dynasties étaient en jeu. En tant que fille du roi d'Espagne, Marguerite était plus qu'une princesse. Elle était une pièce maîtresse dans le jeu brutal de la diplomatie européenne, son avenir décidé bien avant qu'elle ne le comprenne elle-même. Par exemple, à un moment donné, il a été suggéré qu'elle pourrait épouser Charles Stuart de la famille royale anglaise. Il a été restauré sur le trône d'Angleterre en tant que roi Charles II d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande en 1660 après que l'Angleterre ait brièvement expérimenté la République dans les années 1650. Un tel mariage aurait permis une alliance inattendue avec les Anglais, alors que la France et l'Espagne étaient de grandes rivales en Europe occidentale. Finalement, Charles a plutôt épousé Catherine de Bragance, une princesse portugaise, en 1662. L'échec des négociations pour que Marguerite épouse Charles Stuart était principalement dû à l'opposition du roi Philippe. Il pensait plutôt que sa fille devait épouser un membre de la branche autrichienne des Habsbourg. Il ne semblait pas inquiet que ce mariage accentue la consanguinité dans la famille. Après tout, c'était simplement ainsi que les Habsbourg conservaient le pouvoir entre leurs mains. Quant à Marguerite, elle n'avait aucun mot à dire sur son destin. Lorsque les négociations entre Madrid et Vienne ont commencé, Marguerite était probablement totalement inconsciente des conséquences choquantes que cette union allait entraîner. Elle n'avait encore que 11 ans lorsque la cour royale annonça qu'elle épouserait Léopold de la maison de Habsbourg. Comme sa mère avant elle, Marguerite était désormais destinée à perpétuer la tradition incestueuse des Habsbourg et allait épouser un membre très proche de sa famille, un homme qui était à la fois son cousin germain et son oncle. Léopold était le frère cadet de sa mère et était devenu successivement archiduc d'Autriche, roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême, puis empereur du Saint-Empire romain germanique à la fin des années 1650. Même dans l'Europe moderne naissante, il existait certaines normes concernant l'âge auquel un enfant était assez mûr pour se marier. Marguerite fut fiancée à son oncle au début de 1663, mais elle fut jugée trop jeune pour que le mariage ait lieu à ce moment-là. Ce n'est qu'en avril 1666, alors qu'elle approchait de son 15e anniversaire, que Marguerite quitta Madrid pour se rendre à Vienne. Une tournée de 6 mois s'ensuivit et la suite royale espagnole n'arriva à Vienne qu'en décembre 1666. La cérémonie de mariage eut lieu quelques jours plus tard, le 12 décembre. Ce fut un événement magnifique, auquel assistèrent de nombreux souverains et dignitaires parmi les plus puissants d'Europe, sans aucune dépense épargnée. La grandeur continua. Les célébrations durèrent toute l'année 1667. Pourtant, derrière cette splendeur, un sombre destin était déjà en train de se jouer. La vie à Vienne était parfois difficile pour Marguerite. Pour commencer, elle et son nouveau mari avaient un mariage étrange.
Cela pourrait surprendre les oreilles modernes d'entendre cela, mais ils n'ont pas essayé d'ignorer leur lien de parenté étroit. En fait, elle l'appelait oncle. Malgré cette situation peu orthodoxe, ils s'entendaient rend bien. Ils partageaient certains centres d'intérêt, notamment l'art et la musique, et Léopold faisait de son mieux pour que Marguerite se sente à l'aise dans son nouvel environnement. Il était également courant pour les membres de la royauté comme Marguerite, lorsqu'ils quittaient leur pays natal pour aller épouser un souverain ou un prince étranger, d'emmener avec eux des membres de leur ancien personnel de maison. Ainsi, elle aurait eu quelques visages familiers autour d'elle à la cour de Vienne pendant qu'elle s'acclimatait à sa nouvelle vie. Peut-être y avait-il même certaines personnes qui étaient présentes à Madrid lorsque Velázquez peignait les Ménines, de nombreuses années auparavant. Malgré cela, Marguerite resta profondément nostalgique de son pays, s'accrochant à ses racines espagnoles et faisant peu d'efforts pour améliorer son allemand. Avec le temps, sa beauté autrefois délicate commença à s'estomper, son teint devint plus pâle, ses traits plus fatigués et la mâchoire caractéristique des Habsbourg devint plus prononcée. Le mariage était aussi troublé sur d'autres plans. Marguerite tomba rapidement enceinte après son arrivée à Vienne et donna naissance à Ferdinand en septembre 1667. Cependant, il ne survécut que 3 mois et demi et mourut en janvier 1668. Leur chance sembla tourner avec la naissance de leur enfant suivant, une fille, Maria Antonia, née en janvier 1669. Elle serait la seule des enfants de Marguerite à survivre. 2 autres n'eurent pas cette chance. Un fils, Jean-Léopold, naquit le 20 février 1670, mais mourut tragiquement en quelques heures. Une autre fille, Marie-Anne, ne vécut que 2 semaines avant de décéder, en février 1672. Et ce schéma dévastateur était le signe de ce qui allait arriver. La série de grossesses difficiles de Marguerite était en partie due à ses propres problèmes de santé. Bien qu'elle ait été une enfant bien plus saine que son frère, Marguerite a commencé à avoir des problèmes de santé croissants dans les années précédant et suivant son arrivée à Vienne. À son arrivée à Vienne fin 1666, on a vite remarqué ses fréquentes maladies. Pendant un certain temps, de nombreux observateurs ont attribué cela à la tension constante des grossesses. En seulement 6 ans, elle a enduré 6 grossesses, dont 4 naissances vivantes et 2 fausses couches, chacune la laissant plus faible et plus déprimée qu'auparavant. Mais avec le temps, il est devenu évident que quelque chose de plus sinistre était en jeu. Marguerite était souvent confinée à son lit, même lorsqu'elle n'était pas enceinte. Les médecins lui ont diagnostiqué une glande thyroïde hypertrophiée, mais au XVIIe siècle, il n'existait aucun remède, et son état n'a fait qu'empirer. Les choses se sont vraiment dégradées pour Marguerite au début du printemps 1673. Elle a souffert de douleurs à l'estomac pendant 3 semaines. Ensuite, elle a développé de la fièvre. Il existe des documents rédigés par des ambassadeurs étrangers à la cour de Vienne à cette époque qui indiquent que beaucoup craignaient sérieusement qu'elle ne meure. Début mars, elle avait des difficultés à respirer et le 10 mars, un confesseur a été appelé pour entendre sa dernière confession et lui donner le sacrement. Juste 2 jours plus tard, le 12 mars, Marguerite est morte à l'âge tendre de 21 ans. Une autopsie a révélé une vérité déchirante. Elle portait un autre petit garçon au moment de sa mort. Sa vie, tragiquement écourtée, s'est terminée dans la crypte impériale de Vienne, où elle a été inhumée. La mort de l'archiduchesse et impératrice du Saint-Empire romain germanique a entraîné une longue période de deuil à la cour d'Autriche. Les funérailles ont duré plusieurs semaines, jusqu'en avril. Léopold était dévasté par la mort prématurée de son épouse. Cependant, cela ne l'a pas empêché de se remarier avant la fin de l'année. Sa nouvelle épouse était l'archiduchesse Claudia Felicitas d'Autriche, membre de la branche tyrolienne des Habsbourg. Pour Léopold, ce mariage relevait moins de l'amour que de la survie. Le jeu dynastique devait continuer, et il fallait désespérément plus d'héritiers, de préférence des garçons, pour assurer la pérennité du règne des Habsbourg. Après la mort de Marguerite, ses droits sur le trône d'Espagne furent transmis à sa seule fille survivante, Maria Antonia.
Maria Antonia d'Autriche est née le 18 janvier 1669 au palais de la Hofburg à Vienne, la capitale de l'Autriche. Son père était Léopold Ier, un homme très puissant. Il fut empereur du Saint-Empire, roi de Hongrie, Croatie et Bohême. Sa mère était Marguerite Thérèse d'Espagne, fille du roi Philippe IV d'Espagne et de Marianne d'Autriche. Comme je l'ai mentionné tout au long, les Habsbourg aimaient faire rester en famille, entre cousins germains, cousins issus de germains, voire entre oncles et nièces. Et ces siècles de consanguinité acharnée ont culminé avec Maria Antonia. Elle n'était pas simplement le produit d'une seule union malheureuse. Elle était le résultat de génération après génération de mariages entre oncles et nièces, aggravant la dégénérescence génétique de la dynastie. Bien sûr, ses parents étaient aussi oncles et nièces. Tout cela signifiait que Maria Antonia était la Habsbourg la plus consanguine de tous les temps, dépassant même son célèbre oncle, Charles II d'Espagne. Elle avait un coefficient de consanguinité si élevé qu'elle était plus consanguine qu'un enfant né d'une union parent-enfant ou frère-sœur. Alors qu'est-ce que cela signifiait pour Maria Antonia ? Allait-elle subir le même sort tragique que Charles II, ou avait-elle échappé à la malédiction de l'obsession familiale ? Miraculeusement, Maria Antonia est née en bonne santé et était une enfant relativement normale, défiant les attentes compte tenu de son extrême consanguinité. Mais elle était l'exception, pas la règle. En tant que deuxième enfant issu du mariage profondément incestueux de ses parents, elle fut la seule à survivre au-delà de la petite enfance, probablement en raison des siècles de consanguinité qui avaient affaibli sa lignée. Le premier enfant de ses parents, Ferdinand, est décédé 1 an avant la naissance de Maria Antonia. Deux autres enfants, Jean et Maria Anna, sont nés en 1670 et 1672. Malheureusement, ils sont tous les deux décédés également quelques heures ou quelques jours après leur naissance. Puis, pour aggraver les choses, sa mère Marguerite Thérèse, une femme frêle et maladive, est décédée en mars 1673 à seulement 21 ans. Les années de consanguinité avaient fait des ravages, et comme tant d'autres Habsbourg avant elle, elle était physiquement faible et en proie à une mauvaise santé. Maria Antonia perdit sa mère à 4 ans et, unique survivante de l'union consanguine de ses parents, se retrouva soudain dans une position précaire. Elle était une héritière potentielle de l'archiduché d'Autriche, mais seulement jusqu'à ce que son père se remarie et donne naissance à un héritier mâle. L'Autriche n'avait jamais eu de souveraine, et personne n'était même certain que la loi le permettait. Si Léopold mourait de façon inattendue, les nobles accepteraient-ils une souveraine ? Ou l'Autriche sombrerait-elle dans le chaos ? Et Maria Antonia n'était pas seulement une héritière potentielle de l'Autriche, elle avait aussi un solide droit de succession au trône d'Espagne, ce qui la plaçait au centre de l'une des dynasties les plus puissantes et instables d'Europe. Maria Antonia était peut-être la Habsbourg la plus consanguine de tous les temps, mais c'est son oncle Carlos, connu sous le nom de Charles II d'Espagne, qui en avait le plus souffert. Comme mentionné précédemment, Charles hérita du trône d'Espagne en 1665, juste avant son 4e anniversaire. Il ne pouvait jamais gouverner seul et dépendait toujours de conseillers et de représentants. En conséquence, il y avait des discussions constantes sur la succession dans les cours d'Europe. À la mort de sa mère, en mars 1673, Maria Antonia devint l'héritière légitime de son oncle, Charles II d'Espagne. Bien qu'il n'ait eu que 11 ans à l'époque, la santé fragile de Charles et ses graves handicaps laissaient beaucoup de gens se demander s'il pourrait même avoir un enfant. Cela fit de Maria Antonia la future reine présumée d'Espagne, destinée à hériter non seulement du trône espagnol, mais aussi de son vaste empire s'étendant à travers l'Europe, les Amériques et au-delà. Et, étant donné l'état de santé déclinant de Charles, ce jour pourrait arriver bien plus tôt que ce que tout le monde pensait. En conséquence de tout cela, Maria Antonia a vécu sa vie sous une loupe. Les diplomates se les scrutaient entre ses actions lorsqu'il visitait la cour de Vienne, et son père cherchait à promouvoir l'idée qu'elle succéderait un jour à Charles. Cela a entraîné beaucoup de propagande des Habsbourg. Maria Antonia a souvent posé pour des portraits dans sa jeunesse, une pratique courante chez la royauté.
Son père utilisait ces tableaux pour promouvoir sa revendication au trône d'Espagne, les envoyant en Europe et en Espagne pour la rendre visible et renforcer son statut. Cela était nécessaire parce qu'elle était une femme. S'il y avait eu un héritier mâle au trône d'Espagne vivant à Vienne, il n'aurait pas été nécessaire de mener de telles actions de propagande. Mais la crainte d'un règne féminin était profondément ancrée, et l'idée qu'une femme hérite du vaste empire espagnol suffisait à provoquer une onde de choc dans les cours d'Europe. Alors que Maria Antonia grandissait à Vienne, elle restait parfaitement inconsciente de la tempête politique qui l'entourait. Tandis que les grandes puissances d'Europe débattaient de son destin, elle était élevée comme toute princesse Habsbourg de haut rang, enveloppée dans la formalité de la cour et entourée de serviteurs répondant à tous ses besoins. Son éducation, conforme aux femmes royales de son temps, comprenait le latin, le français, la musique et les bases du programme humaniste. Ceux qui l'ont rencontrée la décrivaient comme calme et sérieuse, mais aussi intelligente et distinguée. Mais après la mort de sa mère, la vie devint encore plus rigide. Cela dit, Maria Antonia a effectivement eu une succession rapide de belles-mères. Quelques mois après la mort de sa femme, Léopold épousa sa cousine au second degré, l'archiduchesse Claudia Felicitas d'Autriche, membre de la branche tyrolienne des Habsbourg. Maria Antonia avait une bonne et proche relation avec sa belle-mère, mais celle-ci mourut elle aussi jeune, en 1676 de la tuberculose. Léopold épousa ensuite une troisième femme, sa cousine au second degré, la noble allemande Éléonore Madeleine de Neubourg. Elle et Léopold eurent 10 enfants, donc presque chaque année, Maria Antonia avait un nouveau demi-frère ou une nouvelle demi-sœur. La naissance de Joseph en 1678 lors du troisième mariage apporta enfin un héritier mâle au titre de Léopold. À présent, Maria Antonia n'était plus que l'héritière du trône d'Espagne, même si, comme nous l'avons vu, la question de savoir si elle succéderait à Charles à Madrid restait problématique. Bien sûr, il y avait toujours une autre possibilité. Maria Antonia pourrait avoir un fils à elle, un prince Habsbourg, qui serait l'héritier mâle parfait pour revendiquer le trône d'Espagne. Son père, toujours stratège, préparait déjà son avenir alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, sachant qu'un successeur mâle pourrait assurer l'Espagne à leur lignée une bonne fois pour toutes. Pour sécuriser le trône d'Espagne, Léopold fit une proposition choquante. Il avait l'intention de marier sa fille de 6 ans, Maria Antonia, à son propre oncle, Charles II d'Espagne, âgé de 13 ans. Même dans une famille tristement célèbre pour la consanguinité, cette union surprenait, non seulement parce qu'ils étaient oncle et nièce, mais aussi car aucun n'était prêt pour le mariage. Charles n'avait pas atteint la puberté et Maria était trop jeune pour avoir des enfants. En 1676, leurs fiançailles furent officialisées et un mariage par procuration prévu en décembre. Mais à la dernière minute, tout s'est effondré. L'année suivante, Charles informa Léopold qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. L'Espagne avait besoin d'un héritier, et sa nièce était tout simplement trop jeune. Finalement, Charles II épousa Marie-Louise d'Orléans en 1679, semblant ainsi fermer la porte à la chance de Maria Antonia de devenir reine d'Espagne. À la place, un nouveau plan a émergé. Elle devait épouser Victor Amédée II, le jeune duc de Savoie, qui avait hérité de son titre à seulement 9 ans en 1675. Mais cette union ne s'est jamais concrétisée. À la place, en 1685, Maria Antonia épousa son cousin au second degré, Maximilien de prince-électeur de Bavière. À seulement 16 ans, elle quitta Vienne pour Munich, entamant une nouvelle vie avec son mari. Peu après, Maximilien devint gouverneur des Pays-Bas espagnols et le couple passa beaucoup de temps à Bruxelles. À Munich et à Bruxelles, Maria Antonia était extrêmement malheureuse. En apparence, ce mariage n'était pas un mauvais choix. Maximilien n'avait que quelques années de plus qu'elle, et leur parenté assez éloignée atténuait la consanguinité des Habsbourg. Mais il y avait d'autres problèmes. Il était extraverti et sociable, elle introvertie et studieuse, peu friande des cérémonies d'acquisition de la cour. Maximilien la traitait souvent avec mépris, et un contemporain l'a même qualifié de l'un des esprits et des cœurs les plus pervers qu'on puisse imaginer. Maximilien trahit rapidement sa jeune épouse,
affichant sa maîtresse tandis que Maria Antonia subissait un mariage froid et sans amour imposé. Pourtant, sa plus grande souffrance ne venait pas de son mari infidèle, mais de sa propre lignée maudite. Comme beaucoup de ses ancêtres consanguins, elle eut du mal à mener ses grossesses à terme et perdit 2 fils à la naissance en 1689 et 1690. En 1691, Maria Antonia en avait assez. Enceinte une fois de plus, et ne voulant plus supporter les humiliations de Maximilien, elle s'enfuit à Vienne, abandonnant son mari infidèle. Les rumeurs enflaient, désormais affirmant qu'elle n'avait aucune intention de lui revenir. Puis, en octobre 1692, contre toute attente, elle donna naissance à un fils en bonne santé, Joseph Ferdinand de Bavière, l'enfant qui pouvait changer le cours de l'histoire européenne. Mais la lutte de Maria Antonia pour sa survie était loin d'être terminée. La cour d'Espagne éclata de joie à la naissance de Joseph Ferdinand, l'héritier tant attendu. Mais ce moment de triomphe eut un coup dévastateur, la vie de sa mère. Maria Antonia souffrit d'une infection postpartum, une affection qui pourrait aujourd'hui être facilement soignée avec des antibiotiques. Mais au Xe siècle, il n'existait aucun salut de ce genre. Le corps combattait l'infection ou y succombait. Au fil des semaines, sa fièvre faisait rage et ses forces déclinaient lentement. En décembre, il était clair qu'elle était en train de perdre la bataille. Puis, la veille de Noël 1692, à seulement 23 ans, Maria Antonia rendit son dernier souffle, laissant derrière elle son fils en bas âge, Joseph Ferdinand, le fragile espoir de l'avenir de l'Espagne. Mais avec la succession toujours incertaine, les grandes puissances européennes observaient-les déjà et attendaient. La mort de Maria Antonia a relancé la question de la succession espagnole. Il était alors évident que son oncle Charles ne pouvait pas avoir d'enfant et que sa santé était déplorable. Ses contemporains prévoyaient sa mort chaque année dans les années 1690. Mais il a survécu jusqu'à fin 1700. Dans les années qui ont suivi la mort de Maria Antonia, les Habsbourg d'Autriche se sont battus férocement pour consolider leurs revendications au trône d'Espagne et à son vaste empire. Leur argument était que le fils de Maria Antonia, le jeune Joseph Ferdinand, était l'héritier légitime. Il n'était pas un prétendant comme les autres. Il était l'arrière-petit-fils du roi Philippe IV qui avait régné sur l'Espagne de 1621 à 1665, ce qui faisait de sa lignée l'un des liens les plus forts avec la dynastie espagnole déclinante. La majorité des observateurs à la cour d'Espagne s'accordaient à dire que le fils de Maria était le principal candidat pour succéder à Charles. Cependant, la maison royale française des Bourbons avait également une revendication. La fille de Philippe IV, Maria Thérésa, avait épousé Louis XIV, roi de France, en 1660, un mariage qui donna naissance à de nombreux enfants et petits-enfants. Parmi ces petits-enfants se trouvait un garçon nommé Philippe, l'arrière-petit-fils du roi Philippe III d'Espagne, qui avait régné au tout début du XVIIe siècle. Il aurait pu être complètement ignoré s'il n'y avait pas eu de tragédie. En 1699, Joseph Ferdinand, unique fils survivant de Maria Antonia, meurt de la variole, maladie la plus mortelle de l'époque. La mort de ce dernier fit s'effondrer la revendication des Habsbourg d'Autriche sur le trône d'Espagne, les poussant à miser sur Charles, fils cadet de Léopold, qui devint le nouveau prétendant à l'Empire espagnol. Le 1er novembre 1700, Charles II le roi ensorcelé est mort à seulement 38 ans. En tant qu'altéré, son second mariage n'avait produit aucun enfant, et avec sa mort, la dynastie des Habsbourg d'Espagne prit fin. Sur son lit de mort, Charles prit une décision fatidique. Il désigna le Français Philippe comme héritier, garantissant l'alignement de l'Espagne avec la France. Mais cela a provoqué l'indignation dans toute l'Europe. Les Autrichiens, soutenus par l'Angleterre et les Hollandais, refusèrent d'accepter cela. Et en quelques mois, le continent fut plongé dans la guerre. Ainsi, en 1701, la brutale guerre de succession d'Espagne commença, une lutte de 13 ans qui impliqua presque toutes les grandes puissances européennes. Finalement, le candidat français l'emporta et Philippe V monta sur le trône d'Espagne. Mais il y avait une condition,
l'Espagne et la France avaient l'interdiction de s'unir sous une seule couronne. Pendant ce temps, les Autrichiens furent dédommagés avec les vastes possessions européennes de l'Espagne, y compris la Belgique, Milan, Naples et la Sardaigne. Si Maria Antonia ou son fils avaient survécu, la succession aurait pu être bien moins chaotique et l'histoire très différente. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur cette lignée de princesses consanguines et la lignée la plus consanguine, ou l'une des plus consanguines de l'histoire. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ci-dessous, et si vous voulez plus de vidéos longues comme celle-ci, ou sur des sujets liés à la consanguinité, faites-le moi savoir également dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.